conseiller financier. Le troisième pour un agent immobilier que je connaissais depuis 20 ans. Avant que le soleil ne se couche ce soir-là, j'avais mis en mouvement un engrenage que personne dans ma famille n'avait vu venir. Mais je brûle les étapes. Je m'appelle Jean-Pierre. J'ai 65 ans. Et depuis 14 ans, je suis le beau-père d'une jeune femme nommée Camille. Quand j'ai épousé sa mère, Isabelle, Camille avait 18 ans, elle venait d'obtenir son bac, pleine de projets et de rêves qui semblaient changer toutes les 2 semaines. Isabelle et moi nous étions rencontrés lors d'une soirée de charité à Bordeaux. Elle était veuve, élégante et douce, du moins c'est ce que je pensais. Camille avait perdu son père biologique à l'âge de 12 ans. Je n'essayais pas de le remplacer. Je n'ai jamais prétendu être son père. J'essayais simplement d'être présent pour elle. Et j'ai été là pendant 14 ans. J'ai payé ses frais de scolarité lorsqu'elle a décidé de faire une école de commerce à Lyon. J'ai payé son appartement quand elle a dit que la cité universitaire était trop bruyante. J'ai payé sa voiture quand elle a dit qu'elle avait besoin d'un véhicule fiable. J'ai payé son voyage en Italie quand elle a dit que c'était formateur. J'ai financé sa première entreprise quand elle a dit qu'elle voulait devenir entrepreneuse. Cette entreprise a fait faillite en 6 mois. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement remboursé les dettes et je l'ai aidé à fermer boutique proprement. Je l'ai aidé à déménager 4 fois. J'ai réparé sa voiture 3 fois quand elle n'avait pas les moyens d'aller au garage. J'étais là à 2 heures du matin quand elle appelait en pleurant après une rupture. J'étais là quand elle a eu une intoxication alimentaire et qu'il fallait quelqu'un pour l'emmener aux urgences. J'étais là quand elle se disputait avec sa mère et qu'il fallait quelqu'un pour les raisonner toutes les deux. Isabelle disait toujours que je la gâtais trop. Peut-être que c'était vrai, mais Camille était ce que j'avais de plus proche d'une fille. Mon premier mariage s'était terminé avant que nous n'ayons d'enfants. C'était ma deuxième chance d'avoir une famille et je voulais bien faire les choses. Il y a 2 mois, Camille s'est fiancée à un homme nommé Alexandre. Un type plutôt sympa. Il travaillait dans l'informatique. Il semblait la rendre heureuse. J'étais sincèrement ravi pour elle. Ils ont fixé une date pour septembre. Ils ont prévu un grand mariage dans un domaine viticole en Provence. 200 invités, un quatuor à cordes, des fleurs importées, la totale. Isabelle m'a demandé un soir combien je pensais que nous devrions contribuer. Je lui ai dit de ne pas s'en soucier. Je prendrai en charge tous les frais du mariage. C'est ce que font les pères, ai-je dit. Même les beaux-pères. Camille m'a pris dans ses bras quand je lui ai annoncé. Elle a même un peu pleuré. Elle a dit que j'étais le meilleur. Que la famille d'Alexandre n'aurait jamais pu s'offrir une chose pareille. Que cela représentait tout pour elle. Isabelle m'a serré la main de l'autre côté de la table et m'a souri de cette façon qu'elle avait autrefois, quand les choses allaient encore bien entre nous. J'aurais dû me méfier. Il y a 3 semaines, Camille est venue à la maison avec Alexandre. Il voulait revoir certains détails du mariage, le plan de table surtout, qui est assis où, qui est placé à côté de qui, toute la petite politique d'un grand mariage. Nous étions dans le salon, les tableaux Excel étalés sur la table basse, quand le téléphone de Camille a sonné. C'était le frère de son père biologique, son oncle Jacques. Il vivait à Paris. Ils avaient toujours été proches. Elle a mis le haut-parleur. Ils ont parlé du mariage. Il a dit qu'il descendrait exprès pour l'occasion. Qu'il ne raterait ça pour rien au monde. Puis il a demandé si son père aurait été fier d'elle. Les yeux de Camille se sont embués. Elle a dit, oui, absolument. Ils ont parlé de souvenirs, de la façon dont son père dansait avec elle dans la cuisine quand elle était petite. Cela ne me dérangeait pas. Cela ne m'a jamais dérangé qu'elle parle de son père biologique. Il faisait partie de sa vie. Je respectais cela. Puis l'oncle Jacques a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Il a dit, et je suis tellement content que tu gardes ça strictement en famille, Camille. Ton père aurait voulu ça. Pas d'étrangers, juste les gens qui comptent vraiment. Camille a ri. Elle a vraiment ri. Elle a dit, je sais, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je voulais. Juste la vraie famille. J'ai regardé Isabelle. Elle fixait le tableau Excel. Elle n'a pas levé les yeux. Alexandre s'est agité maladroitement sur le canapé. J'ai demandé à Camille ce que son oncle entendait par là.
Elle m'a regardé comme si j'avais interrompu quelque chose de privé. Elle a coupé le haut-parleur et est allée dans la cuisine. Je pouvais entendre sa voix étouffée, disant qu'elle le rappellerait plus tard. Quand elle est revenue, j'ai posé la question à nouveau. Elle a soupiré. Elle a dit que ce n'était pas grave. Elle a dit que l'oncle Jacques était juste excité par le mariage. J'ai dit, Camille, qu'est-ce qu'il voulait dire par pas d'étranger? Elle a regardé Alexandre. Alexandre a regardé ses mains. Puis elle l'a dit. Elle a dit, Jean-Pierre, tu as été super. Vraiment. Mais c'est le jour de mon mariage. C'est à propos de moi et d'Alexandre, et il s'agit d'honorer la mémoire de mon vrai père. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas. Je n'ai pas compris au début. J'ai cru avoir mal entendu. J'ai dit, quoi? Elle a dit, je ne veux pas que tu sois au mariage. Isabelle a enfin levé les yeux. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. J'ai dit, Camille, c'est moi qui paie pour le mariage. Elle a dit, je sais et je t'en suis reconnaissante. Vraiment. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ce qui me semble juste. Et t'avoir là, assis au premier rang comme si tu étais mon père. Ça sonne faux. Mon père est mort. Tu n'es pas lui. Tu es Jean-Pierre. Tu as été gentil avec moi, mais soyons honnêtes sur ce que nous sommes l'un pour l'autre. Le silence s'est installé dans la pièce. Alexandre a dit très doucement, Camille, peut-être qu'on devrait en reparler plus tard. Elle l'a ignoré. Elle me regardait maintenant, et son expression n'était pas colérique. C'était presque de la pitié. Elle a dit, j'y ai beaucoup réfléchi. Plus j'organise ce mariage, plus je réalise que je veux qu'il soit authentique. Je veux honorer mon père. Je veux que sa mémoire soit présente. Et je ne peux pas faire ça si tu es assis là à prétendre être lui. J'ai dit, je n'ai jamais prétendu être ton père. Elle a répondu, un peu, quand même. Tu as toujours agi comme si tu avais le droit de t'impliquer dans ma vie. Tu as toujours agi comme si je te devais quelque chose. Isabelle a dit très doucement, Camille, ce n'est pas juste. Camille s'est tournée vers sa mère. Elle a dit, maman, tu sais que c'est vrai. Jean-Pierre a toujours été là, à rôder, à poser des questions, à essayer de faire partie de tout. J'ai 30 ans. Je n'ai plus besoin d'un père. Et j'ai encore moins besoin d'un faux père. Je me suis levé. J'avais besoin de bouger. Besoin de faire autre chose que de rester assis là à écouter ça. J'ai dit, alors, tu veux que je paie ton mariage, mais que je n'y assiste pas? Elle a dit, enfin, si tu veux le présenter comme ça, oui. Je ne dis pas que tu es obligé de payer, mais tu l'as proposé. Si tu ne veux plus le faire, c'est ton choix. Alexandre et moi trouverons une solution. J'ai de nouveau regardé Isabelle. Elle pleurait maintenant, silencieusement, les larmes coulant sur son visage, mais elle ne disait rien. Elle ne disait pas à Camille d'arrêter. Elle ne me défendait pas. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement Camille. Isabelle était d'accord avec elle. Peut-être pas à voix haute, mais dans sa façon de rester silencieuse, dans sa façon de refuser de me regarder, je pouvais le voir. Elle pensait la même chose. J'étais l'étranger. J'avais toujours été l'étranger. J'ai dit très calmement, d'accord. Camille a cligné des yeux. Elle a dit, d'accord, quoi? J'ai dit, d'accord, je ne viendrai pas au mariage. Y a-t-il autre chose que tu doives me dire? Elle a semblé soulagée. Elle a même esquissé un petit sourire. Elle a dit, non, c'est tout. Je suis contente que tu comprennes, Jean-Pierre. Vraiment. Cela ne change rien entre nous. Je t'apprécie toujours, mais ce jour est spécial et j'ai besoin qu'il soit parfait. Alexandre s'est levé. Il a dit qu'il ferait mieux d'y aller. Camille a acquiescé. Ils ont ramassé leur dossier et se sont dirigés vers la porte. Avant de partir, Camille s'est retournée et a dit, merci d'être cool à ce sujet, Jean-Pierre. Tu es un chic type. Puis ils sont partis. Isabelle et moi sommes restés dans le salon pendant un long moment sans parler. Finalement, elle a dit que Camille ne pensait pas vraiment ce qu'elle avait dit. J'ai répondu, si, elle le pensait. Elle a dit, elle est juste émotive à cause du mariage.
Son père lui manque. Tu ne peux pas prendre ça personnellement. J'ai dit, Isabelle, ta fille vient de me dire que je ne suis pas de la famille, que je suis un étranger, que je fais semblant depuis 14 ans. Comment suis-je censé prendre ça? Elle n'a pas répondu. J'ai ajouté, et toi, tu n'as rien dit. Tu es resté là et tu l'as laissé dire tout ça. Tu n'as pas dit un seul mot pour me défendre. Elle a répondu, qu'est-ce que tu voulais que je dise? C'est ma fille, Jean-Pierre. Je ne peux pas contrôler ce qu'elle ressent. J'ai dit, tu aurais pu lui dire qu'elle avait tort. Tu aurais pu lui dire que j'étais là pour elle depuis ses 18 ans. Tu aurais pu lui dire que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Isabelle a essuyé ses yeux. Elle a dit, peut-être qu'elle a raison, après tout. Peut-être que nous avons tous fait semblant. C'est à ce moment précis que j'ai su que mon mariage était terminé. Je ne me suis pas disputé avec elle. Je n'ai pas essayé de la faire changer d'avis. Je me suis juste levé, je suis monté dans mon bureau et j'ai fermé la porte. C'est là que j'ai commencé à passer ses appels. Le lendemain matin, j'ai dit à Isabelle que je devais m'occuper de quelques affaires. Que je serais absent une grande partie de la journée. Elle a à peine levé les yeux de son café. J'ai d'abord rencontré mon avocat. Elle s'appelle Maître Lefebvre, et nous nous connaissons depuis 30 ans. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a sorti un carnet et a commencé à noter. Elle a dit, es-tu sûr de toi, Jean-Pierre? J'ai dit, absolument. Elle a dit, cela va blesser beaucoup de monde. J'ai répondu, ils m'ont blessé en premier. Elle a hoché la tête. Elle a dit, d'accord, alors. Parlons de la maison. La maison où Isabelle et moi vivions était à mon nom seul. Je l'avais achetée 5 ans avant notre mariage, et nous n'avions jamais changé le titre de propriété. C'était une belle demeure à Arcachon. 4 chambres, vues sur le bassin, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros. Isabelle s'y était installée lors de notre mariage. Son nom n'était sur aucun document. Maître Lefebvre a confirmé que j'avais tout à fait le droit légal de la vendre. Isabelle n'aurait aucun droit dessus à moins de prouver qu'elle avait contribué de manière significative au remboursement du prêt ou aux rénovations. Ce n'était pas le cas. J'avais tout payé. J'ai demandé à l'avocate combien de temps il faudrait pour vendre une telle maison si je voulais aller vite. Elle a dit, sur ce marché, elle peut être vendue en 2 semaines si le prix est juste. J'ai dit, fais-le. Ensuite, j'ai rencontré mon conseiller financier. Je lui ai dit que je devais liquider certains investissements et déplacer de l'argent. Je voulais que tout soit séparé, propre, pas de compte joint, pas d'actifs partagés. Je voulais savoir exactement ce qui m'appartenait et ce qui devait être protégé. Il m'a posé la même question que l'avocate. Étais-je sûr? J'étais sûr. Il a dit qu'il faudrait quelques jours pour tout mettre en ordre, mais que c'était faisable. Puis j'ai rencontré un agent immobilier. C'est lui qui m'avait vendu la maison à l'origine. Je lui ai dit que je voulais la mettre en vente immédiatement. Je voulais qu'elle soit vendue avant la fin du mois. Il a sifflé entre ses dents. Il a dit, c'est rapide, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je change de vie. Il a dit qu'il pouvait le faire. Il enverrait des photographes dans la semaine. On la mettrait à un prix élevé et on verrait bien. Je l'ai remercié et je suis rentré chez moi. Isabelle était dans la cuisine quand je suis revenu. Elle m'a demandé où j'étais passé. J'ai dit, je me suis occupé de certaines choses. Elle a dit, Camille a appelé, elle voulait savoir si on pouvait tous dîner ensemble la semaine prochaine pour finaliser des détails du mariage. J'ai dit, tu peux dîner avec elle. Moi, je n'irai pas. Isabelle a froncé les sourcils. Elle a dit, Jean-Pierre, ne fais pas ton enfant. Elle a ajouté que Camille s'était excusée. J'ai dit, non, elle ne l'a pas fait. Isabelle a insisté, eh bien, elle se sent mal. J'ai répondu, c'est loin d'être la même chose. Je suis monté à l'étage. J'avais du travail. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai circulé dans la maison comme un fantôme. Isabelle m'a demandé plusieurs fois ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que rien n'allait pas. J'étais juste occupé. Elle a semblé l'accepter. Le panneau à vendre a été installé un mardi. Isabelle l'a vu en rentrant de son club de lecture. Elle est entrée dans mon bureau en tenant ses clés de voiture,
le visage pâle. Elle a dit, « Pourquoi y a-t-il un panneau à vendre sur notre pelouse ?» J'ai dit, « Parce que je vends la maison. » Elle a dit, « Tu fais quoi ?» J'ai répété, « Je vends la maison. Elle m'appartient. Je la vends. » Elle a dit, « Tu ne peux pas faire ça. J'habite ici. » J'ai répondu, « Plus pour longtemps. » Elle m'a dévisagé. Elle a dit, « Jean-Pierre, qu'est-ce qui te prend ?» J'ai dit, « Je disparais, Isabelle. » C'est ce que Camille voulait, non? Que je ne sois plus là. Eh bien, je suis son conseil. Je me retire de cette famille. Elle a dit, « C'est de la folie. Tu es ridicule. » J'ai dit, « Non, je suis clair. Ta fille a été très claire sur le fait que je ne suis pas de la famille. Tu as été très claire en restant silencieuse, donc j'agis en conséquence. » Isabelle s'est mise à pleurer. Elle a dit que ce n'était pas juste, que je surréagissais, que Camille ne le pensait pas. J'ai dit qu'elle le pensait, et toi aussi. Elle m'a supplié de reconsidérer. Elle a dit, on pourrait en parler, aller voir un conseiller conjugal, arranger les choses. J'ai répondu qu'un conseiller ne changerait pas le fait qu'après 14 ans, je n'étais toujours que l'étranger qui payait les factures. La maison s'est vendue en 9 jours. Un couple d'investisseurs parisiens. Offre au comptant à 2,3 millions d'euros. L'agent m'a appelé personnellement pour dire que c'était la vente la plus rapide qu'il ait vue depuis des années. J'ai accepté immédiatement. La signature était prévue 3 semaines plus tard. Isabelle a emménagé dans un hôtel. Elle m'appelait tous les jours, parfois 2 fois par jour, me suppliant d'arrêter tout ça. Je ne répondais pas à la plupart des appels. Quand je le faisais, j'étais bref. La décision était prise. Camille m'a appelé aussi. Elle était furieuse. Elle a dit que j'étais cruel envers sa mère. Elle a dit que je les punissais toutes les deux pour une seule erreur. Elle a dit qu'elle s'était déjà excusée. Qu'est-ce que je voulais de plus? J'ai dit, tu ne t'es pas excusée, Camille. Tu as dit que tu te sentais mal. Ce n'est pas la même chose. Elle a dit, d'accord, je suis désolée. Voilà, je suis désolée. C'est ce que tu veux entendre? J'ai dit, c'est 14 ans trop tard. Elle a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai répondu, ça veut dire que j'ai passé 14 ans à être là pour toi. Et au moment où ça comptait, tu m'as dit que je n'étais personne. Alors maintenant, j'agis comme si je n'étais personne. Je disparais comme tu le souhaitais. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que je gâchais son mariage, sa vie, tout. J'ai dit, Camille, je ne viens pas à ton mariage. Je ne paie pas ton mariage. Je ne paie plus rien du tout. Tu as 30 ans. Tu vas te débrouiller. Elle a dit, mais tu avais promis de payer. J'ai répondu, et tu avais promis que je faisais partie de la famille. Nous avons tous les deux dit des choses qui se sont avérées fausses. Puis j'ai raccroché. Alexandre m'a appelé le lendemain. Il était poli, prudent. Il a dit qu'il comprenait que je sois blessé, mais pourrions-nous s'il vous plaît en discuter comme des adultes? J'ai dit, Alexandre, cela ne te concerne pas. Il a dit, si, un peu. Tu retires le financement de notre mariage. J'ai dit, je retire le financement d'un mariage auquel je ne suis pas invité. Cela me semble juste. Il a dit que Camille était prête à m'inviter maintenant si c'était ce qu'il fallait. J'ai dit, je ne veux pas d'une invitation par pitié, Alexandre. Je voulais être respecté. Puisque ce n'est apparemment pas possible, je me retire de la situation. Il a essayé d'argumenter. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. Le jour de la signature est arrivé. J'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires personnelles dans un garde-meuble. J'avais loué un petit appartement en centre-ville, quelque chose de temporaire, le temps de décider de ma prochaine étape. La veille, les nouveaux propriétaires prenaient possession des lieux. Je suis retourné à la maison une dernière fois. Elle était vide. Tous les meubles étaient partis, vendus ou donnés. Mes pas résonnaient sur le parquet. J'ai traversé chaque pièce lentement. Le salon où Camille m'avait dit que je n'étais pas de la famille. La cuisine où Isabelle et moi prenions notre café chaque matin. La chambre où nous avions dormi pendant 14 ans. Dans la cuisine, j'ai laissé quelque chose sur le comptoir, un classeur noir.
À l'intérieur de ce classeur se trouvait le relevé de chaque dépense que j'avais engagée pour Camille au cours des 14 dernières années. Reçu de scolarité, paiement de loyer, mensualité de voiture, remboursement de prêts commerciaux, courses, factures d'électricité, frais médicaux, frais de voyage, tout. J'avais passé des mois à compiler tout cela, en épluchant les vieux relevés bancaires, les factures de cartes de crédit, les reçus que j'avais gardés dans des cartons. Maître Lefebvre m'avait aidé à tout organiser chronologiquement. Le total s'élevait à 473 000 euros. Chaque page était étiquetée avec la date, le montant et l'objet de la dépense. À la fin du classeur, j'avais inclus une lettre. La lettre disait « Camille, tu m'as dit que je n'étais pas ton père. Tu m'as dit que j'étais un étranger. Tu m'as dit que je faisais semblant depuis 14 ans. Tu avais tort sur le fait de faire semblant. J'ai été sincère dans tout ce que j'ai fait pour toi. Mais tu avais raison sur le fait que je ne suis pas ton père. Ton père est décédé quand tu avais 12 ans. Je suis juste l'homme qui a pris soin de toi après cela. » Ce classeur représente ce à quoi ce soin ressemblait en termes financiers. Je ne te demande pas de me rembourser. L'argent n'a jamais été le but, mais je voulais que tu le vois. Je voulais que tu comprennes ce que cela signifie quand quelqu'un choisit d'être là pour toi. Ton vrai père aurait fait les mêmes choses que moi, probablement plus. Il t'aurait aimé inconditionnellement. Il aurait soutenu tes rêves, même ceux qui ont échoué. Il aurait été là à 2 heures du matin quand tu avais besoin de lui. J'ai essayé de faire ça aussi. J'ai essayé d'être quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Tu as fait comprendre que ce n'était pas suffisant. Ou peut-être que c'était trop. Ou peut-être que cela n'avait tout simplement pas d'importance parce que je n'étais pas la bonne personne. C'est ton choix. Mais c'est aussi mon choix de l'accepter et d'aller de l'avant. Je ne viens pas à ton mariage. Je ne paie pas ton mariage. Je ne paie plus rien d'autre dans ta vie. Non pas parce que je suis en colère, même si je le suis. Non pas parce que je veux me venger, même si une partie de moi le souhaite. Mais parce que tu m'as demandé de disparaître, et je respecte cette demande. J'espère que ton mariage sera tout ce que tu souhaites. J'espère qu'Alexandre te rendra heureuse. J'espère que ta vie sera pleine de gens qui répondent à tes critères de ce que signifie une vraie famille. Je ne ferai pas partie de ces gens-là. Prends soin de toi, Camille. Jean-Pierre. J'ai laissé le classeur sur le comptoir, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis allé à mon nouvel appartement. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7h30. C'était Isabelle. Elle hurlait. Je ne l'avais jamais entendue hurler comme ça. Elle était allée à la maison pour récupérer quelques objets qu'elle avait oubliés. Les nouveaux propriétaires lui avaient donné la permission de passer avant d'emménager. C'est là qu'elle avait trouvé le classeur. Elle l'avait lu en entier, puis elle avait appelé Camille. Camille était venue en voiture. Elle l'avait relu toutes les deux, assise par terre dans la cuisine vide. Isabelle continuait de hurler dans le téléphone. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit que j'étais mesquin. Elle a dit que j'avais transformé un désaccord familial en guerre. J'ai dit, Isabelle, Camille m'a dit de disparaître. J'ai disparu. Je ne comprends pas pourquoi tu es surprise. Elle a dit, tu as tout détruit. Le mariage est dans 6 semaines. Comment est-elle censée payer? J'ai dit, ce n'est plus mon problème. Elle a dit, 400 000 euros, Jean-Pierre. Tu as gardé trace de chaque centime. Quel genre de personne fait ça? J'ai répondu, le genre de personne qui voulait se souvenir qu'il avait compté, puisqu'apparemment personne d'autre n'allait s'en souvenir pour moi. Camille a pris le téléphone. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas. Elle a dit qu'elle avait été stupide et égoïste, et qu'elle comprenait maintenant ce que j'avais fait pour elle. J'ai dit, Camille, tu le pensais. Tu pensais chaque mot. La seule chose que tu regrettes, c'est qu'il y ait des conséquences. Elle a dit, s'il te plaît, Jean-Pierre, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'invite au mariage. Tu peux t'asseoir au premier rang. Tu peux m'accompagner à l'hôtel. Tout ce que tu veux. J'ai dit, je ne veux pas d'une invitation par pitié. Je voulais du respect. Je voulais être traité comme si j'avais de l'importance. Tu as été clair sur le fait que ce n'était pas le cas.
Alors maintenant, je vis en conséquence. Elle a supplié. Elle a dit qu'elle me rembourserait chaque centime. Même si elle n'avait aucune idée de comment faire. J'ai dit, garde ton argent. Dépense-le plutôt dans une thérapie. Essaie de comprendre pourquoi tu penses que les gens sont jetables. Puis j'ai raccroché. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des appels de l'oncle Jacques depuis Paris, d'Alexandre, des deux sœurs d'Isabelle, de la meilleure amie de Camille. Tout le monde voulait me dire que j'étais déraisonnable. Tout le monde voulait me dire que je blessais les gens pour rien. J'ai arrêté de répondre au téléphone. Alexandre a fini par m'envoyer un email. Il a dit qu'ils avaient dû considérablement réduire la taille du mariage. Il le déplaçait du domaine en Provence vers un petit restaurant à Bordeaux. La liste des invités était passée de 200 à 50. Pas de quatuor à cordes, pas de fleurs importées, juste une cérémonie simple et un dîner. Il a dit que Camille était dévastée. Il a dit qu'Isabelle ne parlait plus à Camille, lui reprochant d'avoir détruit la famille. Il a dit que toute cette histoire déchirait tout le monde. Il a demandé une dernière fois si je reconsidérerais ma position. Je n'ai pas répondu. Le mariage a eu lieu comme prévu. Je le sais parce que la sœur d'Isabelle a posté des photos sur Facebook. Ça avait l'air joli. Petit, mais joli. Camille portait une robe simple. Alexandre portait un costume. Il souriait devant l'objectif. Je n'ai rien ressenti en regardant ces photos. Ni satisfaction, ni colère, ni tristesse, juste rien. 3 mois après le mariage, Isabelle a demandé le divorce. Je n'ai pas contesté. Maître Lefebvre s'est occupé de tout. Le divorce a été finalisé en 6 mois. Isabelle m'a envoyé une lettre pendant cette période. Elle disait qu'elle espérait que j'étais content maintenant que j'avais détruit notre famille. Elle disait qu'elle avait gâché 14 ans avec moi. Elle disait que j'étais un homme amer, petit, qui ne supportait pas que son ego soit froissé. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Camille m'a envoyé une lettre elle aussi. Elle était longue, décousue, pleine d'excuses et d'explications. Elle disait qu'elle avait été stressée par le mariage. Elle disait qu'elle n'avait pas réfléchi à ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle comprenait maintenant tout ce que j'avais fait pour elle et qu'elle passerait le reste de sa vie à m'en être reconnaissante. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai apprécié l'effort. Je n'ai pas répondu non plus. 6 mois après le divorce, j'ai déménagé à Nice. J'avais toujours aimé la Côte d'Azur. C'était plus calme là-bas. J'ai acheté une petite maison avec vue sur la mer, quelque chose que je pouvais m'offrir facilement avec l'argent de la vente de la maison d'Arcachon et le partage des actifs avec Isabelle. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire, enseignant la gestion financière à des jeunes adultes. J'ai rejoint un groupe de randonnée. Je me suis mis à la peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais pour lequel je n'avais jamais eu de temps. Les gens me demandent parfois si j'ai de la famille. Je réponds que j'en avais une, mais plus maintenant. Ils ne posent généralement pas de questions supplémentaires. J'ai 65 ans maintenant. J'ai assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de mes jours. J'ai des loisirs que j'apprécie, des amis que je vois régulièrement, une routine qui me rend heureux. Je ne pense plus beaucoup à Camille. Quand j'y pense, je ne ressens pas de colère. Je me sens juste distant, comme si elle était quelqu'un que j'avais connu il y a très longtemps. Je ne pense pas non plus à Isabelle. Je pense à moi-même et aux choix que j'ai faits, et si je ferais les choses différemment. Non, je ne changerai rien. Les gens pensent que la vengeance consiste à blesser la personne qui vous a blessé. Ce n'est pas le cas. La vengeance, c'est reprendre sa dignité. C'est refuser de laisser quelqu'un vous traiter comme si vous n'aviez pas d'importance tout en continuant à bénéficier de votre présence. Je n'ai pas détruit ma famille. Ils l'ont fait quand ils ont décidé que j'étais jetable. J'ai simplement accepté leur décision et j'ai agi en conséquence. Camille voulait que je disparaisse. Alors, je l'ai fait. Pas de la manière qu'elle entendait, où je me serais discrètement absenté du mariage tout en étant toujours là pour payer tout le reste. Toujours là pour qu'elle m'appelle quand elle avait besoin de quelque chose. Toujours là pour jouer le rôle du beau-père reconnaissant qui connaît sa place. J'ai disparu complètement. J'ai pris mon argent, mon temps, mon énergie, et je les ai redirigés vers des gens qui les apprécient vraiment. Ce n'est pas de la cruauté.
C'est du respect de soi. Le mois dernier, j'ai reçu un message via Facebook de la part d'Alexandre. Il disait que Camille avait donné naissance à leur premier enfant, une fille. Il disait qu'il l'avait prénommée Isabelle, d'après sa grand-mère. Il disait que Camille parlait beaucoup de famille ces derniers temps, de la façon dont elle voulait faire mieux avec sa fille qu'elle ne l'avait fait avec les gens qui s'étaient occupés d'elle. Il disait qu'elle aimerait me parler un jour si j'y étais ouvert. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. J'ai 65 ans. Je n'ai pas le temps d'apprendre à des adultes comment traiter les gens avec respect. C'est quelque chose qu'ils auraient dû apprendre il y a bien longtemps. J'ai un cours de peinture cet après-midi. Demain, je fais l'ascension du Mont Boron avec mon groupe. La semaine prochaine, je commence un atelier sur la préparation à la retraite au centre communautaire. Ma vie est pleine. Elle est calme, mais elle est pleine, et elle est à moi. Camille a obtenu ce qu'elle demandait. J'ai disparu. Et ce faisant, j'ai retrouvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu.